Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Simon. Bonjour Clarence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui? Oui, je suis chargé de communication dans un groupement d'employeurs interassociatifs. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans la communication? Je travaille dans l'informatique, j'ai eu deux postes différents. J'étais consultant en informatique, puis product manager. En gros, c'est des profils de chef de projet informatique. Hmm. Qu'est-ce qui te convenait plus dans ce domaine et qui t'a amené à changer à un moment donné? Je dirais qu'il y avait deux aspects. Le premier qui était plus d'un ordre technique et purement professionnel, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait un parcours de formation un peu par défaut et que finalement dans l'informatique, je trouvais pas particulièrement d'élan et de passion. C'était voilà un secteur porteur qui recrutait. J'avais fait un bac scientifique. Parce que j'avais les capacités de faire le bac scientifique et que naturellement, on se dirige un peu toujours vers qu'on nous dit être le mieux quand on peut le faire, alors que parfois, on n'y trouve pas forcément d'intérêt. Et au bout de, j'ai fait presque 10 ans dans ce secteur, je me disais que, en fait, la technologie, et le numérique, etc., ne me passionnait pas particulièrement, en fait. Donc, il fallait que ça change, il fallait que je trouve autre chose dans le métier que je fais. Et après, il y a le cadre du métier dans lequel s'exerce mon métier, où là, j'avais un deuxième souci, c'est que j'avais, moi, des pratiques personnelles assez portées sur voilà, l'écologie, l'éco-responsabilité, etc. Et je travaillais pour des grands groupes agricoles qui sont pas du tout dans ces dynamiques-là, donc j'avais un problème avec l'empreinte écologique de mon métier. Hmm. Ok, donc à la fois ce que tu faisais, à la fois le sens que tu faisais ne te convenait plus. C'est ça. Et alors, comment s'est opérée ta reconversion? Quelles ont été les étapes? Ça a été un long chemin, hein, puisque je suis resté presque 2 ans et demi sans activité. J'ai obtenu une rupture conventionnelle avec le deuxième employeur, pas le premier. Le deuxième a bien voulu, du coup, j'avais des droits. C'est assez déterminant dans une reconversion, puisque ça ouvre des droits au chômage qui est quand même beaucoup plus confortable. Et moi, dans ma dynamique de trouver un impact social, un impact écologique dans ma future activité, j'ai démarché, réseauté, disons, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, toutes les associations qui se créent pour avoir des activités innovantes, qui brisent un peu les façons de faire qui étaient celles qu'on a fait perdurer jusqu'à aujourd'hui et voilà, qui causent un certain nombre de dégâts. Et donc, j'ai rejoint une association qui s'occupait de mettre à disposition des restaurateurs qui font de la restauration à emporter des contenants réutilisables en verre, donc qui étaient acheminés à vélo avec des vélos cargo. Et on s'occupait aussi d'un service de lavage. Dans ce projet-là, moi, j'ai pris un certain nombre de chantiers de communication. Assez naturellement dans l'équipe, c'est moi qui me suis positionné pour faire ces travaux-là. Et je pense qu'il trouvait que je me débrouillais pas mal aussi. Donc j'avais déjà, je pense, moi, l'impression d'avoir des facilités là-dedans, sans être un génie, hein, mais on sent parfois qu'il y a des domaines. Moi, typiquement, la technologie, pas particulièrement. Donc là, c'était intéressant de voir que j'avais l'impression d'aller vers quelque chose qui me motivait et pour lequel j'avais des facilités, tout en étant autodidacte, hein, parce que moi, j'ai aucune formation là-dedans. Et je pense que dans les diverses pistes professionnelles que j'ai envisagées, cette expérience-là dans cette association, c'est sûr, a dû favoriser le déclic et la concrétisation d'un projet de devenir chargé de communication. Voilà,
me former là-dedans, etc. Hmm. Donc finalement, quand tu es parti de ton métier dans l'informatique, est-ce que tu savais que tu voulais plus de sens et donc tu es allé directement chercher ces initiatives-là, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y avait les deux. C'est vraiment dans ma réflexion quelque chose qui est revenu, hein, cette dualité, le métier lui-même et le sens qu'a le métier. Moi, j'étais prêt soit à voir être dans un environnement où le secteur fait fortement sens pour moi. Et là, je suis prêt à la limite à faire des tâches qui ne me conviennent pas forcément. Mais quand on les fait et qu'on sait la portée qu'elles ont, ben, on peut être motivé pour le faire. Livrer des caisses de boîtes en verre à vélo sous la pluie avec un kawaii, c'est inconfortable. On peut pas dire c'est pas le vélo qui nous stimule, c'est la finalité de ce qu'on fait. Et l'autre aspect, c'est le métier lui-même. Et oui, j'étais plutôt dans la recherche d'un secteur d'activité de sens, sans pour autant savoir au début quel métier j'allais y faire, quoi. Est-ce que j'allais Hmm. être porteur de projet? Est-ce que j'allais être cycliste? C'était indéfini au début, oui. Ça a été facile de prendre cette décision de quitter ton poste? Je vais pas dire que c'était difficile dans le cadre des aides qu'on a en France, qui est quand même très favorable, hein. Je pense que c'est pas tous les pays qui ont cette possibilité d'ouvrir des droits au chômage. Moi, je gagnais plutôt bien ma vie en plus, donc c'était un chômage confortable. Donc, j'avais toujours ce filet-là. Et j'avais 2 ans devant moi où je savais que j'aurais mes revenus. Alors, il y a quelques allers-retours avec Pôle emploi quand même, hein, ils sont pas favorables à des durées de chômage longues. Donc, il faut tourner les choses d'une façon à ce qu'ils ne suspectent pas, justement, qu'on va rester 2 ans à épuiser nos droits. Mais moi, c'est un peu ce que j'avais en tête et je m'étais dit que je me donnerais le temps. Donc, non, je pense pas que la décision était très difficile. Surtout que revenir dans ce secteur-là était tout à fait quelque chose de possible, hein, je pense. C'est un secteur qui cherche encore beaucoup de monde, le numérique, et je pense que j'aurais retrouvé quelque chose si vraiment il fallait. C'est ça. Donc financièrement, tu dis finalement, c'était pas une décision difficile à prendre pour ces raisons-là. Donc tu as commencé ce projet-là. Comment ça s'est passé ce projet? Ça a été assez vite parce que donc un porteur de projet a fait un appel en fait à être rejoint par d'autres personnes pour pas porter ce projet seul. Donc il expliquait le concept du projet, voilà, avec ce réemploi de contenants, un système de consigne, un peu le principe de l'éco-cup en fait, mais dans la restauration emportée. On s'est assez vite retrouvé à 5. Ça, c'était, je sais pas, 2 mois après que j'ai démissionné de mon dernier poste. Et tout de suite, là, j'étais embarqué dans l'aventure et ça, j'ai passé un temps plein, quoi. Enfin, et tous les 5, d'ailleurs, on était impliqués à fond. On a fait une campagne de financement participatif qui a bien marché. Donc, c'était à Toulouse, hein, pour information. Donc, c'était bien. Après, on a vite réalisé aussi que on ne pourrait pas se salarier tous les 5. Il allait falloir réfléchir à un après. Donc là, moi, j'ai essayé de mener 2 projets de front. Au bout d'un moment, ça a été ce projet-là qui était très séduisant pour moi. C'était et vraiment tout ce que je voulais, en fait. L'impact social, le côté innovant, changer complètement mes activités, parce que là, il fallait, c'était très entrepreneurial, quoi. Il fallait aussi bien s'occuper des levées de fonds que faire la com, que s'occuper de la logistique du projet. Donc, c'était vraiment une chouette aventure. Mais à la fois, je voyais bien qu'il fallait que je m'occupe d'un vrai projet de reconversion pour l'après, quoi. Et là, c'était plus difficile à mener, surtout qu'au bout d'un an, j'ai eu un enfant, donc, et étant au chômage, je m'en suis pas mal occupé aussi. Un des regrets, ça a été de ne pas octroyer, je pense, suffisamment de temps pour un projet de reconversion, parce que je pense que ça demande du temps et il faut y passer un certain nombre d'heures si on veut que ça se concrétise. Sinon, ça reste des réflexions, de la mentalisation et des peurs et des incertitudes et on n'avance pas vraiment. Mais je pense que néanmoins, voilà, le projet, avec le temps que j'y passé, a quand même généré un certain nombre de déclics. Voilà, ne serait-ce que cette prise de conscience que se dégager un revenu de ce type de projet-là, d'entrepreneuriat social, bah, c'est quelque chose de difficile. Et puis voilà, cet aspect qui, je pense, qui a un peu émergé de cette expérience-là aussi. Donc il y a ce projet qui était très prenant, très stimulant, dans lequel la communication s'est un peu révélée à toi, c'est ça, mais pas possible d'en vivre en fait sur le long terme.
Et du coup, ensuite, donc, tu as dû rebondir une nouvelle fois. Comment ça s'est passé? Donc ma compagne a obtenu une mobilité professionnelle à Limoges, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc un poste qui lui plaisait beaucoup, qui faisait sens pour elle, pour sa carrière, etc. Donc on a fait ce choix-là de quitter Toulouse pour aller à Limoges. Et là, je repartais un peu à zéro en termes de réseau. Nous, on n'avait pas d'attache du tout là-bas, avec la difficulté de valoriser ce que j'avais fait dans ce projet-là, qui est pas évident, hein, puisque c'est un peu touche à tout. Dans un CV, c'est pas évident de positionner une ligne ou des lignes très concrètes avec des compétences en face. Et j'avais toujours pas une idée très concrète de ce que je voulais faire, quoi. Donc ça commençait à devenir inquiétant parce que ça faisait plus de 2 ans que j'étais sans activité, toujours dans l'incertitude. J'avais toujours pas effectué de formation, toujours un peu dans l'incertitude dans ce que devait être mon projet professionnel. Et cette idée de chargé de communication, elle a émergé, je pense aussi, du fait d'être un peu au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de rêver ses projets pro aussi. Et je pense que il faut, moi, le fait un peu d'arriver au bout de mes droits, bah, ça m'a orienté vers une reconversion professionnelle. Comment dire, c'est pas facile, mais où il y a de l'emploi, disons. Où je sais que j'ai une capacité, une possibilité d'être employable relativement facilement. C'est pas la même chose si je décide de devenir apiculteur ou physicien ou médecin que chargé de communication. Chargé de communication, niveau d'études, pour rentrer sur le marché du travail et le niveau d'exigence n'est pas très élevé. Moi, j'avais quand même, voilà, j'ai un bac plus 5 derrière moi, 10 ans d'expérience professionnelle, c'est valorisable aussi. Du coup, je fais ce choix-là en regardant aussi les offres qui visent au national. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en charge de communication. Je liste bien les compétences, etc. Qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir. Je regarde ce qui existe en termes de formation à Limoges. Et là, ça tombe assez bien. Il y a une formation de 6 mois qui démarre 3 mois plus tard. Donc, j'ai 3 mois pour monter mon dossier et chercher des financements. La région soutient mon dossier. Tout s'enchaîne assez bien. J'ai eu un petit revenu parce que j'avais plus de droit, donc c'est un petit revenu de la région qui est autour de 600 euros le temps de la formation. Donc, faut pouvoir voilà, financièrement supporter cette période-là. Et là, ça s'est confirmé que moi, j'adorais ce qu'on m'apprenait. Je voyais que j'étais au bon endroit, quoi. Que j'avais des facilités à comprendre ce qu'on m'enseignait. Et tout de suite derrière, j'ai trouvé du travail dans ce groupement d'employeurs associatifs à Limoges. Hmm. Donc aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as réussi à concilier finalement un travail qui te plaît avec un secteur qui a du sens pour toi? Bah, c'est ça, j'ai vraiment eu la sensation du tunnel et du bout du tunnel, quoi, parce que je commençais à vraiment un peu faire le deuil d'une reconversion réussie. Je me disais, bon, il va falloir que tu trouves un compromis là, parce qu'il faut retourner travailler, il faut que tu retrouves une activité et il faudra peut-être que tu fasses des compromis. Et tant pis, ta reconversion satisfaisante, elle sera peut-être dans 10 ans, après plusieurs autres boulots. Et là, en fait, là, il y a l'adéquation entre les deux, quoi. C'est-à-dire, je démarre un nouveau métier, donc techniquement plein de nouvelles choses à apprendre. Je sens que voilà, je suis plus à ma place que je l'étais dans la technologie. Et en plus, je travaille exclusivement pour des associations. Donc, mon emploi est partagé entre plusieurs associations. Donc, des secteurs effectivement porteurs de sens pour moi. Hmm. Et du coup, le simple fait de ne pas être une activité lucrative, ça change complètement la dynamique en fait de pourquoi les gens sont là, pourquoi on le fait. Enfin, les valeurs des acteurs, etc., sont pas les mêmes. Les gens sont pas là pour gagner de l'argent dans l'associatif. Donc ça change tout. Ta posture, même professionnelle, quoi. En tout, ta reconversion a duré combien de temps? 2 ans et demi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période? Alors, je dirais que moralement, c'était pas facile à vivre parce que moi, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup. Donc, j'ai eu l'impression que la question de ce que j'allais faire de ma vie m'obsédait un peu tous les jours. Et
c'est un sujet récurrent avec ma compagne aussi, qui essaie de me guider. Mais après, c'est un peu de mon fait, c'est que je pense que je m'en suis pas suffisamment occupé. Je pense que si on s'occupe vraiment de sa reconversion et qu'on va rencontrer des professionnels, etc., qu'on fait des enquêtes, on réalise qu'il y a des portes qu'on va fermer et d'autres qu'on va ouvrir. Et je pense que voilà. Et quand vous faites que réfléchir et que vous agissez pas, en fait, on sera un peu malheureux. Et moi, j'envisageais trop de voies différentes. Je me disais qu'il y avait plein de possibles parce que j'ai un niveau d'études correct et je sentais, je suis en bonne capacité physique, en bonne capacité intellectuelle. Donc, en fait, je peux tout faire. Et trop de possibles. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de trouver le bon accompagnement. Moi, j'ai démarré avec une coach pro qui prenait des séances individuelles à 60 euros de l'heure, hein, c'est un tarif d'un libéral. C'est très bien, mais en fait, je trouvais ça cher en fait par rapport au rythme on avançait. Pôle emploi, ils avaient à l'époque, je pense que ça existe encore, hein, un dispositif qui s'appelait Active Projet, mais qui est très que moi j'ai pas trouvé mon compte. Et puis de toute façon, j'étais trop impliqué dans la situation à ce moment-là pour aller au bout de ce dispositif-là. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse un bilan de compétences, et encore une fois, je peux pas dire que ça aurait donné des résultats, hein. Je voyais aussi l'APEC en parallèle parce que j'ai un statut cadre. Donc en fait, j'avais plusieurs interlocuteurs et des discours parfois pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est une autre difficulté. Je pense l'accompagnement et que finalement, je pense qu'on la conduit beaucoup soi-même, hein, la reconversion. Les autres vont pas faire grand-chose pour vous, hein. C'est à soi un peu d'aller enfoncer les portes. J'ai eu du mal aussi à aller au bout de l'expérimentation, des enquêtes métiers. J'ai fait une seule PMSMP, donc une période d'immersion, qui est un très chouette dispositif, hein. Moi, je le recommande vraiment, mais Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? ouais, c'est un dispositif il faut être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir en bénéficier, puisque c'est Pôle emploi qui produit une convention qui ressemble un peu à une convention de stage, où en fait vous passez une semaine ou 15 jours dans une entreprise pour observer un métier. C'est vrai, il y a vraiment cette notion d'observation, de pas prendre de risques dans les manipulations. Si... Moi, j'étais en menuiserie, par exemple, j'ai passé une semaine en menuiserie. J'avais été rencontrer les compagnons du Tour de France pour des projets de formation et ils m'avaient recommandé de faire une PMSMP, ce qui était très judicieux pour le coup, parce qu'ils reçoivent, par exemple, dans ce cas précis des compagnons, énormément de personnes en reconversion qui veulent faire de la menuiserie pour fabriquer des meubles et qui se rendent compte que c'est pas du tout ça le métier de menuisier une fois qu'ils sont en entreprise. Et il y a beaucoup de désenchantement. Donc là, pour le coup, moi, ça a été effectivement, ça a beaucoup apporté à ma réflexion de vivre le métier, de côtoyer un menuisier, ce qu'il fait au quotidien. Donc c'est quelque chose que je recommande et que je pense que j'aurais dû faire plus. C'est aussi possible aujourd'hui de le faire quand on est salarié en passant par un conseiller en évolution professionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus ouvert aux demandeurs d'emploi, mais c'est ouvert à tout le monde. Ok. Voilà, il faut connaître et prendre le temps de le faire. Pardon. Mm. Donc tu dis ça, ça t'a beaucoup aidé, en tout cas justement pour fermer une porte aussi. Est-ce que tu disais, il y avait finalement, effectivement, hein, quand on aime le manuel, on a des capacités intellectuelles qui sont très variées, et on peut tout faire. Et donc parfois le choix, c'est difficile de choisir tant qu'on reste dans sa tête, mais c'est quand on se confronte au concret, on se rend compte ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et aussi des inconvénients de certains métiers. Tout à fait, parce qu'il y a le métier lui-même et il y a son cadre. Et typiquement, ce que j'ai entendu beaucoup chez ce menuisier-là ou d'autres, par exemple, hein, c'est qu'ils me disaient, nous, on aime ce qu'on fait, hein, mais il y a un cadre autour de ça. Il y a voilà, un grand groupe du BTP avec une hiérarchie, ils ont des obligations de rendement et ils se retrouvent vite à faire du boulot pas très bien fini, pas très qualitatif, alors qu'ils sauraient le faire parce qu'il y a une exigence de rapidité, quoi. Vous devez passer une matinée chez un client pour poser une porte, il faut qu'à midi, elle soit posée. Il n'y a pas de je reviens l'après-midi pour finir, sinon on se fait gronder, quoi. Donc ils sont beaucoup à travailler comme ça, un peu dans la précipitation. Et du coup, bah, ça, c'est typiquement quelque chose qui, pour moi, faisait perdre du sens complètement au métier, quoi. Tu dis ça, c'était ce qui était le plus difficile. Qu'est-ce qui a été le plus facile à l'inverse? J'ai pas trouvé grand-chose de facile dans la reconversion. Bah, alors, moi, je dirais encore une fois hein, que c'est vraiment une chance hein, d'avoir recours des droits, d'avoir une indemnisation Pôle emploi. Ça,
c'est une facilité, le temps qu'on a pour mener cette réflexion. Je dirais, moi, j'ai pas eu de mal, bah, c'est un aspect un peu technique hein, de la reconversion, mais j'ai pas eu de mal avec le côté introspectif, test de personnalité, analyse des profils, qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on est plutôt voilà, manuel, intellectuel, etc. Ça, c'est des choses que j'arrivais assez bien à faire, là où il y a j'imagine, hein, des gens pas trop à l'aise pour parler d'eux, donc, je pense que cette auto-analyse, elle était, ça, c'était quelque chose qui était assez facile pour moi et qui a quand même permis voilà, de concrétiser un certain nombre de projets professionnels. Non, franchement, des facilités, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Je tire pas un bilan, je dois regarder dans le rétroviseur. Pour moi, c'était une étape difficile de ma vie, quand même, de ma carrière. Et quel conseil justement tu donnerais à des gens qui auraient aujourd'hui, qui se retrouvaient dans ta situation d'avant, un métier qui n'a pas de sens, un métier qui leur plaît pas et qui auraient envie de se reconvertir? Je dirais que donc, je reviendrai hein, sur ce côté enquête métier, PMSMP. Ça, pour le coup, c'est un discours qui m'a plu de Pôle emploi. C'était de favoriser ça et je pense qu'ils ont raison. On a beaucoup d'idées reçues sur des métiers. On se rêve un peu et dans les faits, les métiers évoluent. C'est plus. Voilà, être menuisier il y a 50 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les choses évoluent. Il faut vraiment aller se renseigner sur qu'est-ce que c'est en 2023 que de faire tel métier. Notamment dans le numérique, ça évolue extrêmement vite. Le métier de chargé de communication sera plus le même dans 10 ans. Il y a des gens, par exemple, dans la com qui sont passionnés par les imprimantes, le côté technique. Voilà, être imprimeur, ça peut être devenir un métier de niche dans 10 ans, avec très très peu d'employabilité. Donc, faut vraiment, je pense, être conscient de ça. Et c'est pas quelque chose de facile à mener parce que déranger les professionnels, les appeler, les solliciter pour des questions, c'est un peu lourd. Ils sont rarement disponibles. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de faire de l'enquête métier informelle. Moi, je trouve que ça a bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la question qui peut être très banale, tu fais quoi dans la vie pour engager une conversation avec quelqu'un dans une soirée? Bah, quand on est en reconversion, peut-être du coup aller un peu plus loin dans cette question-là. Et moi, je l'ai fait à plein de moments, c'est-à-dire demander là où je m'intéressais pas forcément au métier des gens avant. Là, comme j'étais en plein questionnement, pas hésiter, voilà, des amis, des proches, le tonton, le cousin. Mais tu fais quoi ton quotidien et ça te plaît ce que tu fais? Parce que moi, je suis en plein doute. Voilà, enfin ça. Et en fait, on découvre plein de métiers, on découvre plein de choses, plein de retours différents. Donc, je pense qu'il faut voilà, pas hésiter à faire ça. Je dirais de pas trop rêver aussi sa reconversion au sens, ça va opérer un changement de vie global. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est une erreur que moi j'ai faite et que beaucoup font, c'est mon métier, ça va pas. Je vais changer de vie en fait. C'est-à-dire que je vais devenir, je caricature, hein, mais éleveur de chèvres sur une colline et là tout change, c'est-à-dire le cadre de vie, le mode de vie, comme si voilà, la reconversion professionnelle devait être le canal qui va tout bouleverser. C'est pas impossible, hein. Il y a des gens, moi je suis pas assez, peut-être pas assez courageux, j'aime pas assez le risque pour faire ce genre de projet, mais il y a des gens pour qui ça réussit très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si c'est trop un rêve et que on n'a quand même pas des pistes très concrètes pour le réaliser, un plan de formation, c'est quoi l'échéance, à quel moment je gagne ma vie, ça peut aussi devenir un désenchantement et quelque chose qui se réalise pas. Et donc voilà, je pense pas trop mettre d'enjeu non plus dessus. Je pense qu'il faut accepter que ce sera toujours, il y a des compromis, quoi. Que par exemple, on peut trouver du sens, mais un métier qui nous plaît pas forcément. Je vais peut-être devenir, j'en sais rien. Voilà, un métier qui me passionne pas forcément, mais si je le fais pour une entreprise qui a beaucoup de sens pour moi, ben, je me dis, c'est déjà une étape. Et peut-être que dans 10 ans, je ferai évoluer mes compétences professionnelles pour aller vers un métier qui me plaît encore plus, mais accepter le pas à pas, en fait, quoi. C'est pas un grand virage. Parce que j'entends beaucoup de gens, voilà, qui sont pas très bien dans leur boulot dire, faut que je change de vie, je vais changer de boulot, ça va tout révolutionner, puis qui en fait passent jamais à l'acte, parce que le projet est peut-être un peu trop, un rêve justement un peu trop abstrait, quoi. Hmm. Ouais, ça, tout à fait juste. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier? Je dirais vraiment les deux aspects, hein, le sens et le métier de communication lui-même. La communication, moi,
je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne au visuel. Le fait de travailler sur du graphique, peut-être dans le créatif aussi, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche et on a en fait presque toutes les possibilités de création quand on réalise un visuel. Donc ça, c'est chouette, quoi, cette liberté créative. J'ai là, spécifiquement dans le poste que j'ai, il y a le temps pour la qualité, et ça, c'est quelque chose que je retrouvais dans très, très peu de métiers. Quand je faisais mes enquêtes, je parlais des menuisiers. Moi, je pense que c'est un grand drame du milieu professionnel aujourd'hui, c'est cette exigence du rendement qui fait que le terme qualité, pour moi, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas que ISO 9001, la qualité, c'est juste pouvoir aller au bout de son travail et être fier de ce qu'on a réalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, je trouve, à trouver aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité où on est. Et là, j'ai l'impression, voilà, d'avoir le temps pour ça, puisque encore une fois, la dynamique de travail en association est pas sur une exigence de rendement forcément. Ça veut pas dire que c'est à la cool, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai le temps pour aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Il y a des allers-retours, je revois ma copie, je refais mon visuel. Ça, pour moi, c'est important. Et après, la diversité, il y a plein de projets possibles en commun, réseaux sociaux, vidéos, photos. C'est riche intellectuellement. Moi, enfin, intellectuellement, je me sens pas du tout limité par rapport à ce que je faisais avant. Il y a plein de possibilités, plein d'axes de progrès dans la com, notamment avec la numérisation. Et ouais, pour moi, c'est riche, quoi. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes justement en arrière, quand tu regardes le parcours que tu as fait ces dernières années? Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai un peu eu un sentiment de tunnel et de bout du tunnel, quoi. C'est-à-dire que c'était pas un cheminement qui allait vers une amélioration. J'avais plutôt l'impression de toujours être dans le même tourbillon, de ressasser les mêmes questions, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se décantaient. Alors qu'en fait, si, quand même un petit peu, des petites choses qui ont quand même mené vers un projet de reconversion qui s'est concrétisé. Mais je dirais, ouais, quand même une période difficile. Et je vendrais pas la reconversion. Si les gens me posaient la question, je leur vendrais pas quelque chose de simple et de systématique. C'est un discours qu'on entend beaucoup aussi à Pôle emploi, notamment chez les accompagnants, comme si tout le monde avait plusieurs vies professionnelles dans une vie et que la reconversion, c'était quelque chose qui était très courant, etc. Sauf que oui, c'est peut-être courant, mais ça demande de s'y employer et c'est pas du tout quelque chose de facile. Je pense à des gens notamment qui ont des contraintes financières. Quand vous assumez les revenus principaux de votre foyer, bah, on ne peut pas rêver à n'importe quoi, quoi. Il faut à la fois mener ce projet-là tout en assurant quand même des revenus. Donc je dirais, voilà, un projet pas facile. Je lisais d'ailleurs une stat de cadre emploi qui m'envoie des newsletters qui, justement, peignait un portrait un peu différent de la reconversion en me disant, je sais plus, la stat, c'était 50% des cadres seulement vont au bout de leur reconversion. Donc il y en a beaucoup qui font du chômage, réfléchissent, 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 puis en fait reviennent au boulot qu'ils faisaient avant, quoi. Donc, je dirais, ouais, un exercice difficile, mais quand même un sentiment de fierté, petit sentiment de fierté, hein, parce que j'ai pas l'impression d'avoir mené comme il aurait fallu la mener complètement, mais quand même d'avoir été au bout et je dirais de m'être entêté sur mes valeurs et mon souhait, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir baissé les bras, parce que j'ai vraiment plus de revenus à la fin. Enfin, j'aurais pu, voilà, céder à me dire, mais je retourne dans l'informatique, quoi. Et j'ai vraiment maintenu ce projet de vouloir travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense que je suis quand même voilà, très content que ça se soit fait et j'espère que maintenant ça va ouvrir pour pas mal d'années de nouvelles portes, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, maintenant je vais avoir un métier, donc ça va tout changer, quoi. C'est-à-dire que je n'ai plus de raison de retourner faire le métier que je faisais avant. Ça, c'est très agréable. C'est ça, mais c'est important effectivement de rappeler hein, qu'une reconversion, c'est quelque chose de difficile, que c'est un chemin, c'est pas forcément du jour au lendemain qu'on trouve, mais on chemine et progressivement, on finit par trouver sa place, mais que voilà, c'est loin d'être facile, loin d'être évident. Et comme tu dis, quand il y a des contraintes financières, familiales, ben, parfois tout n'est pas possible, malheureusement, et il faut en tenir compte. Mm. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander, quelque chose qui, toi, t'aurait aidé?
pas particulièrement sur le sujet de la reconversion. Après, moi, j'ai écouté, là, pour le coup, c'est pas par le biais de la reconversion que je m'y suis intéressé, mais plus par l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. Mais il y a un site qui s'appelle Ticket for Change, qui est plus qu'un site, hein, qui est toute une organisation, qui s'occupe d'accompagner, ils font des espèces de promotions d'entrepreneurs sociaux, et ils ont un volet podcast avec des gens qui ont réussi leur projet d'économie sociale et solidaire, et donc qui en parlent et qui souvent parlent aussi de leur vie d'avant. Donc c'est teinté un peu de reconversion d'entrepreneuriat ESS, et ils sont chouettes. Et puis après, je ne retiendrai pas forcément les noms, mais moi j'en ai écouté pas mal des podcasts de reconversion. C'est comme ça que j'étais tombé sur ta page. Il y en a plein, il ne faut pas hésiter. Il y a plein de témoignages super intéressants. Et ça peut justement redonner un peu de baume au cœur quand on a du mal à, voilà, y croire. Ben, on constate qu'il y a des gens qui en ont bavé, mais qui sont allés au bout, quoi, et ça redonne la motivation. Donc des noms en particulier, à part Ticket for Change, là, je ne saurais pas les citer, mais on en trouve assez facilement sur une Ouais, bonne appli de podcast. c'est ça, fouiller les podcasts. Hmm. Eh ben, merci beaucoup, Simon, pour ton témoignage qui, je pense, voilà, aidera aussi beaucoup de personnes qui sont dans le tunnel en ce moment. Merci C'est beaucoup. ça. Ben, j'espère. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.